Cette partie de notre rendez-vous est un peu ce que j'appelle le school. J'espère que vous avez un stylo, vous avez de quoi noter, parce que vous entendrez des chiffres, des théories, des tendances. Bref, tour à tour, vous entendrez le cabinet Deloitte, vous entendrez Kantar TNS, et puis Arduino. Et on va vous parler d'études. Sous vos ovations. Bonjour Bamba. Tu veux un micro baladeur ou tu veux venir au... Tu veux venir ici? Bon, allez, vas-y, je te laisse ma place. Bonjour. C'est bon? Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Habib Bamba, directeur conseil au cabinet Deloitte. J'étais très serein avant cette présentation, mais j'ai réalisé que ce public n'est pas aussi gentil que je pensais. Donc, comme on dit ici, un vrai public d'attacheurs. Donc, soyez indulgents avec moi au moins, s'il vous plaît. Donc, écoutez, à quoi ça sert de parler de communication digitale si on ne parle pas un peu de digital dans son ensemble, si on ne commence pas à décrire d'abord c'est quoi le digital, que représente le digital en Afrique et quels sont les chiffres derrière du digital. Donc c'est ce que rapidement nous allons essayer de vous faire en introduction aujourd'hui. Donc on parle de communication digitale, on parle un peu de buzz. Quand on dit buzz, on va parler de 2.0, 3.0, 4.0, économie du partage, transformation digitale, blockchain, Internet des objets, big data, tous ces buzzwords-là qui nous entourent, et finalement on se demande qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et surtout nous, ici en Afrique, on se pose la question finalement, est-ce que c'est une réalité pour nous? Est-ce que ça me touche le blockchain? Est-ce que ça me touche, je ne sais pas, des bitcoins, des startups, etc. C'est véritablement important pour nous et c'est une question que finalement les populations se posent. Quand tout le monde regarde sur les réseaux sociaux, on parle d'Adicom Days depuis pas mal de jours. Finalement, les gens est-ce qu'ils se sentent concernés? Est-ce que c'est une réalité? Pour parler de digital, on va faire un petit retour historique. Donc j'espère que vous avez un peu de temps puisqu'on va démarrer au XVIIIe siècle. Donc rapidement, en fait, le monde a connu, on va dire, 4 révolutions industrielles principales. Au XVIIIe siècle, on a eu l'avènement du charbon et de la machine à vapeur qui nous a permis justement d'avoir la première disruption, le premier changement de paradigme majeur dans l'environnement économique. Et donc ça a été la première révolution industrielle. Ensuite, au début du siècle dernier, donc on va dire 1890-1910, on a eu la deuxième révolution industrielle avec l'avènement du pétrole, le boom de l'automobile, l'électricité. Et ensuite, il n'y a pas si longtemps, on va dire autour des années 70, on a eu l'explosion de l'électricité d'origine nucléaire avec le développement de l'informatique qui nous ont donné cette troisième révolution industrielle. Et donc aujourd'hui, on dit qu'on est dans la 4e révolution industrielle. Donc si on fait le lien un peu entre les différentes révolutions qu'on a eues, on a toujours finalement un changement au niveau énergétique, un changement dans les modes de transport et un changement en termes technologiques. Et aujourd'hui, on observe justement ce trident-là avec l'ère du collaboratif digital, l'ère de la smart economy, donc cette 4e révolution industrielle qu'on vit aujourd'hui. Quand on parle de 4e révolution industrielle, et si on regarde un peu ces dernières années, ce qui nous pousse à dire qu'on a un véritable changement de paradigme, on réalise en fait qu'on a 3 facteurs qui ont complètement modifié la donne et qui ont orienté les tendances et les innovations dans le secteur des TIC sur ces 15 dernières années. Premièrement, la connectivité. On a eu des évolutions exponentielles en termes de connectivité sur ces 15 dernières années, des changements en termes de vitesse de processeur et des changements en termes de capacité de stockage. Et ces changements majeurs-là, sur ces 3 volets et sur ces 3 outils, lors de ces 15 dernières années, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir tous ces buzzwords qu'on vous présentait, quand on parle aujourd'hui de cloud, qu'on fait du mobile, qu'on fait du social, qu'on a ce développement des smartphones, mais c'est justement grâce à ces avancées majeures sur ces 3 secteurs-là. Mais finalement, est-ce que c'est véritablement la technologie, est-ce que c'est véritablement ces changements-là qui sont importants aujourd'hui et qui marquent cette 4e révolution industrielle? Pour nous, en fait, ce qu'il y a d'important dans la 4e révolution industrielle, véritablement le premier acte, c'est l'ubérisation. C'est le changement de donne, c'est le changement de paradigme. Aujourd'hui, la plus importante compagnie de taxi ne possède aucun véhicule. C'est Uber. Le média le plus populaire ne produit aucun contenu. C'est Facebook.
le distributeur le plus important ne possède aucun stock. C'est Alibaba. Et derrière, on va avoir Amazon et d'autres encore. Et quatrièmement, le plus gros fournisseur de logements ne possède aucun bien immobilier, c'est Airbnb. On peut faire pareil pour le monde de la photographie avec Instagram, etc. Et on voit que finalement, tous ces acteurs-là, si je prends l'exemple d'Airbnb, on a des acteurs comme des groupes Hilton, Accor, etc., qui pendant des dizaines et des dizaines d'années ont acquis des biens immobiliers, ont acquis des façons de faire, des savoirs, des équipes, et finalement se font dépasser en quelques secondes par un nouvel acteur qui a su tirer profit de cette révolution industrielle, qui a su tirer profit de cette smart economy. Et ce qui est intéressant quand on observe tous ces géants et tous ces acteurs-là, c'est que finalement, aucun d'eux n'a créé une technologie extraordinaire. Facebook ne s'appuie pas sur une technologie qu'aucun autre acteur a. Les autres sites, on a des sites e-commerce plus ou moins classiques, mais c'est finalement des acteurs qui ont su répondre à un véritable besoin, qui ont su s'adapter aux changements de consommation, qui ont su s'adapter aux nouveaux usages, et qui aujourd'hui, justement, changent la donne. Et donc on réalise que quelque chose de particulièrement intéressant est en train de se passer. Et est-ce que l'Afrique est concernée? Parce que où va l'Afrique dans tout ça? Dans ce changement de paradigme et dans ce changement de donne. Mais on voit déjà qu'on est un terrain propice à cette smart economy. On a une population jeune, la plus importante population jeune au monde. On a des marchés habitués à des sauts technologiques. On a un environnement réglementaire encore peu rigide, encore en adaptation. On sait que cette économie collaborative-là est beaucoup plus accessible puisqu'elle demande beaucoup moins de capitaux. Et donc finalement, et on a également une culture du partage. L'Afrique, c'est ça, on a des tontines, on a tout ce que vous voulez. Et donc finalement, on a un terrain propice. Mais derrière, on a des enjeux, on a des difficultés. J'étais à un atelier sur l'éthique la dernière fois, il y a quelqu'un qui a posé la question, il dit « Oui, mais bon, vous êtes là en train de parler de numérique, mais nous, on n'a même pas encore l'électricité. » Ça reste une réalité dans pas mal de milieux, l'energy gap qui est encore un enjeu à régler. On a également ce problème au niveau de l'écosystème d'entrepreneurship et d'innovation. Aujourd'hui, finalement, c'est les start-upers, etc., c'est des acteurs qu'on considérait, entre guillemets, comme des outsiders qui drivent cette innovation. Où est la recherche et développement chez nos gros acteurs, au niveau public, au niveau privé, au niveau des entreprises? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Il y a encore pas mal de choses. Et puis derrière, dans les mécanismes de financement, on commence à avoir des balbutiements en termes de PPP, en termes de dire, voilà, de nouveaux fonds pour accompagner les startups, mais on a encore véritablement de gros enjeux. Mais je vous posais la question tout à l'heure, à quoi ça sert? Mais finalement, vous allez me dire à quoi ça sert de faire venir Deloitte si on ne nous donne pas des chiffres, si on ne nous présente pas des études. Et donc finalement, exactement. Ben justement, pour répondre et donner un panorama réel de la situation du digital en Afrique, nous avons réalisé une série d'études. La première que je vous présenterai rapidement, c'est l'étude que nous avons réalisée l'année dernière sur la maturité numérique des entreprises francophones, pour laquelle nous avons utilisé plus de 500 entreprises sur 10 pays d'Afrique, que nous avons analysées par rapport à nos grilles de maturité numérique et qui nous permettent d'avoir des enseignements particuliers sur justement le niveau de maturité numérique de nos entreprises et comment elles se positionnent par rapport à ce changement de paradigme. Première chose qu'on observe, c'est que 57% des répondants, donc des entreprises africaines, mais finalement investissent moins d'1% de leur budget dans des initiatives numériques digitales. On a seulement 2% qui investissent plus de 50%. Et ces 2%-là, c'est des acteurs des télécoms, etc. Donc on a encore ce gap énorme entre finalement des entreprises de télécoms. On en a certains ici qui se disent finalement le digital, c'est là où il faut aller, qui investissent complètement là-dedans. Et les autres acteurs qui finalement ont dit oui, oui, on est intéressé, le digital c'est important, mais quand il faut mettre de l'argent finalement, on ne trouve plus grand monde. On voit également que, si je prends l'exemple des sites web, il reste très informationnel. 91% des entreprises ont un site web, mais qui fournit de l'information. On n'en a que 41% qui ont déjà des catalogues de prix et qui sont statiques. Et quand on commence à parler d'e-commerce, là, on n'a pas 20% d'entreprises qui vendent, qui profitent des services en ligne. Mais derrière, malgré ces efforts à faire, on voit finalement que ce digital-là devient une réalité dans nos entreprises. On va parler d'expérience client, de marketing digital pendant ces 2 jours, mais on voit que 87% des répondants déclarent disposer d'une base de données client. Et 42% d'entre eux analysent les informations reçues de cette base de données client. On a 70% des acteurs qui disposent justement de la capacité de tirer des enseignements d'outils décisionnels, d'outils de marketing. Donc on commence à voir cette prise de conscience-là des entreprises africaines sur la nécessité d'analyser leurs clients, de comprendre ces changements de paradigme, de changements d'usage pour offrir de nouveaux services. Et pour accompagner ces entreprises-là dans cet exercice, on a réalisé également une autre enquête, qui est l'enquête sur les usages numériques en Afrique francophone, dont justement on vient de compléter l'étude 2018.
On a comme ça quelques petits enseignements, il y en a pas mal, mais il y en a quelques-uns peut-être qui ont retenu mon attention pour le cadre de ces ADICOM Days. Mais on voit que 70% des répondants, donc là on a des milliers de répondants sur l'Afrique francophone avec 8 pays qui ont participé à l'exercice, mais on voit que 70% de nos usagers déclarent passer au moins 1 heure par jour sur leur portable. On voit également que 46% des répondants sont prêts à s'abonnent à des médias en ligne. Et 30% des sondés, donc un tiers, sont même prêts à dépenser annuellement pour des médias en ligne. On voit également un chiffre qui nous a amusé pas mal, c'est que la moitié des répondants préféraient avoir du Wi-Fi dans l'avion à un siège plus confortable, par exemple. On a 36% qui préfèrent être mieux installés, alors que 50% on préfère Internet. Et pareil, quand on a fait un petit classement, on préfère avoir le Wi-Fi dans l'avion qu'avoir un repas ou qu'être mieux installé, etc. Ça veut dire que dans la pyramide de Maslow, là, ben, finalement, le Wi-Fi devient plus important que manger, etc. Donc, on réalise finalement que les usages de nos populations ici, en Afrique, sont en train d'évoluer et qu'il faut justement que tous, dans notre manière de faire, on puisse s'adapter. Et finalement, quand on parle de smart economy, ben on réalise en fait qu'on parle de l'émergence de l'économie collaborative, qui va être marquée finalement, comme je disais, pas drivée par la technologie, mais qui va être marquée par de nouveaux modes d'usage. Et ces nouveaux modes d'usage-là qui vont finalement changer nos manières de faire. On avait des règles socio-économiques définies sur lesquelles toutes les entreprises s'appuyaient. Pas de distinction claire entre consommateurs et producteurs. Si on veut un produit plus personnalisé, ben ça coûte plus cher. Il me faut produire en masse pour réduire mes coûts. Il faut acheter un produit à vie pour un usage temporaire. Finalement, ça, c'était nos règles économiques sur lesquelles on s'appuyait. Et finalement, on voit qu'avec le numérique, tout ça n'existe plus. Je n'ai pas forcément, je peux faire de la personnalisation sans forcément que ça me coûte 3 fois plus cher, etc. Et donc, finalement, nos entreprises africaines, aujourd'hui, elles doivent s'adapter. Elles doivent adapter leur stratégie, elles doivent adapter leur modèle économique, elles doivent adapter leur communication, elles doivent adapter leur approche de la relation client. C'est tout l'enjeu des ADICOM Days qui nous réunissent aujourd'hui. Finalement, réunir tout cet écosystème-là du digital et pouvoir justement échanger sur comment on va s'adapter à ces nouveaux usages, comment on va répondre aux besoins de ces consommateurs. Et donc, j'espère qu'on aura des échanges fructueux et j'espère justement qu'à la fin, on pourra identifier des champions nationaux et quand on va revenir sur le retour sur investissement, mais au-delà des chiffres et des métriques, on pourra avoir des exemples concrets, palpables pour nos entreprises pour que tout le monde y aille. Je vous remercie. Thank you.